Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Alors c'est un peu un update lecture du pauvre et vous m'en excuserez, je n'ai que 2 livres à vous présenter. Je suis dans un rush comme jamais entre le déménagement, les travaux de la maison et la fin d'année pour les 3 Nornes. Ce qui fait que j'ai absolument pas le temps de lire, de toute façon j'ai absolument pas le temps de faire rien du tout. Je préférais vous faire un petit update lecture, voilà, aujourd'hui que d'attendre potentiellement une semaine encore. J'ai pas d'autre chose à vous proposer malheureusement dans cette période de rush. Dimanche, on se retrouve pour le top, bien sûr, de mes lectures de l'année. Dimanche, ça sera sûrement la dernière fois que vous voyez ce décor. Mais voilà, donc vous m'en excuserez. On est sur un classique de la littérature, on va dire anglaise, et ensuite sur un ouvrage qui parle du sorceleur. Je suis en train de lire un autre texte d'un auteur français qui est du pur imaginaire. Voilà, je vous les présenterai, je pense, la semaine prochaine ou dans 15 jours. Et sur ce, on commence tout de suite. Samedi, je serai à Strasbourg, à la librairie Obscurae, donc pour les dédicaces, de 14h30 à 18h. Et la semaine prochaine, je serai au marché de Noël d'Imar, dont je vous mets juste ici la petite date, les heures. C'est un marché de Noël qui se situe, on va dire, à 20 minutes de Rouen. Et je voulais aussi vous rappeler la campagne Ulule qui se termine le 17, donc qui se termine dimanche prochain. Je vous remercie déjà par avance par tout votre soutien. On est en route pour les 200%, qui est, on va dire, ce que je vise toujours un petit peu, parce que c'est un palier qui nous permet de financer en partie l'impression et le reste des frais de la production. La Reine de Fer, c'est la suite de La Gardienne du Chardon, de cette duologie qui va être plutôt tournée vers l'action, le complot de cour et l'aventure. Dans ce deuxième tome, on suit donc Isobel Galloway, héritière de la couronne d'Écosse, qui vit comme une sorte d'otage à la cour de la reine Victoria depuis l'enfance, qui va subir le pire, la perte de sa sœur, qui va essayer de savoir ce qui se passe et surtout de survivre dans une cour qui lui veut la peau, parce qu'Isobel est particulière et qu'elle est écossaise. On est dans un contexte où la reine Victoria est devenue immortelle par un sérum, c'est-à-dire qu'elle se nourrit de sources qui sont des créatures qui sont apparues au XVe siècle, qui en échange de la paix ont donné certains dons aux hommes, et une d'entre elles va un peu rompre le pacte, et tout ça va amener Victoria à devenir immortelle et à avoir une politique très violente envers son peuple, et donc des rebelles qu'on appelle les confédérés de l'Union Libre vont décider de renverser la reine Victoria. C'est du steampunk, voilà, toute la machinerie de Léonard de Vinci, les automates et de la magie et de l'aventure. Ce deuxième tome sera tourné un petit peu plus vers l'action et le complot. C'est toujours de la fabrication française de A à Z. C'est un ouvrage qui est plutôt tourné aussi vers le travail de ses personnages. On ne travaille pas avec Amazon et on imprime sur papier recyclé, renouvelé. Je vous en remercie. Voilà, c'est d'autant plus important que c'est un projet qui coûte comme d'habitude très cher. C'est une suite et je suis très heureuse de voir que ça vous plaît et que beaucoup de gens l'attendent avec impatience, que ça soit en salon ou en message. Et on va commencer tout de suite. On va commencer peut-être par le petit Witcher. Je vous présente donc un livre qui s'appelle Le sorceleur, le continent, d'après l'univers d'Andrzej Sapkowski, de Alain T. Puységur. Alors ce texte est plutôt, je trouve, fait à destination des grands fans de The Witcher, ou un texte qui est typiquement marketé pour être un cadeau de Noël. Voilà, tout simplement parce que c'est un beau livre. Il est quand même assez cher, 35€. Très illustré, avec différents illustrateurs, et c'est un parti pris qu'on voit pas forcément, même si on retrouve des illustrations de Julien Delval. On voit que Brajon a réutilisé dans celui-ci d'autres choses de ses autres livres. Le continent, donc c'est un ouvrage qui se veut être le résumé en fait de tous les grands lieux décrits dans les livres de The Witcher. Donc bien sûr il y aura des spoils dans la série hein, si vous suivez. Donc on va autant de Kaer Morhen, donc qui est là où l'école du loup prend place, que sur les pays comme la Témérie, la forêt de Brokilon. On a aussi des pays qui sont moins importants comme la Lyrie, la Rivie, Nilfgaard qui est le grand pays. Donc ça joue vraiment sur les points. Dès que t'as en fait un pays, ils prennent le parti pris de parler de certains points particuliers. Par exemple, pour Kaer Morhen, ils vont parler de là où vivent les Witchers pendant l'hiver, mais surtout les zones d'entraînement et ce genre de choses, donc vraiment les grands points. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. Le parti pris d'avoir plusieurs illustrateurs,
C'est plutôt sympa. Le problème, c'est qu'il y a des choses que j'aime ou j'aime pas. Genre les premières illustrations ici qui rappellent un petit peu, je trouve, l'iconographie médiévale. Je suis pas très fan. Alors c'est un bref résumé de l'apparition des elfes. En clair, j'ai l'impression que ce truc-là, on le retrouve dans tous les livres que Bragelonne a fait. C'est un peu répétitif. On a la carte qui est la carte qu'ils ont réutilisée. C'était une carte qui vendait il y a quelques temps. Donc on voit que c'est un espèce de melting pot de choses qu'ils avaient déjà proposées. Voilà, c'est cette carte-là, hein. Je l'ai moi, elle est affichée dans mon salon. Par contre, j'ai été beaucoup plus convaincue par les illustrations qui sont en fait dans les pays. Voilà, qui est plus mon style d'illustration, que je trouve un peu plus léché. C'est quelque chose qui est totalement subjectif, hein. Le dessin, ça fait très travail, je trouve, à l'ordinateur, avec un mélange de peinture. Donc, c'est sympa, pour tout vous dire. Moi je suis contente de l'avoir lu, moi j'adore The Witcher et ce genre de choses. Après j'ai très conscience que c'est un truc fait pour les fans, il n'y a pas grand chose à lire, c'est, je trouve, un énième livre qui est fait dans The Witcher, peut-être le livre de trop quand même, parce que j'ai l'impression que ces trucs-là, je les ai déjà lus, tu vois, que c'est déjà des choses qu'on expliquait dans certains textes, tu vois. Autant j'avais eu, alors bon, le livre est rangé, mais il y avait un livre qui avait été fait sur The Witcher avec des illustrations un peu léchées sur comment devenir un sorceleur et tout. Là, je trouvais que ça avait plus de sens. Là, c'est clairement du fanservice de A à Z. Après, on aime ou on n'aime pas. Voilà, moi, c'est un livre que j'ai en plus dans ma collection. Mais même, en fait, les explications sur les pays, t'as des citations de livres et t'as 15 lignes sur le pays en soi. T'as l'impression que c'est pas assez poussé pour les fans et que c'est fait plutôt pour les néophytes, ceux qui n'ont pas lu les romans, mais je suis pas sûre que les gens qui lisent pas les romans achètent ce genre de livre. Je ne sais pas, je suis un peu perturbée sur la cible, hein, comme d'habitude avec ce genre de bouquin. Mais c'est très spoilant. Si vous voulez pas, faut lire les livres avant, hein, si vous voulez aucun spoil. Mais voilà, donc un chouette livre à faire, voilà, pour les fans de The Witcher en cadeau. Mais clairement, c'est pas le meilleur, ni le plus original, ni le plus intéressant qu'a sorti Bragelonne depuis le début qu'ils font ça. Et ensuite, et enfin, voilà, je vais vous parler d'un texte qui a été une très belle découverte. J'ai terminé ce qu'elle a écrit parce qu'elle n'a écrit que 2 livres, malheureusement parce qu'elle est morte assez jeune comme ses sœurs. Et ce texte soit un petit peu de contexte pour vous en parler. La Dame du manoir de Wildfell Hall de Anne Brontë. Donc Anne Brontë, c'est peut-être la sœur la moins connue des sœurs Brontë. Vous savez que j'étais un peu dans l'époque Brontë, j'ai lu pas mal de Brontë cette année. Et c'est vrai que j'avais lu Agnès Grey, que j'avais beaucoup aimé sur l'éducation et le rôle de gouvernante. Et en fait, Anne, c'est celle qui parle le plus de la société en soi dans ses textes. Et c'est peut-être pour ça que j'accroche plus que les Hauts d'Hurlevent par exemple. Ici, on va suivre donc l'histoire d'un point de vue masculin. Un jeune homme qui est déjà en amourette avec une femme, qui va voir dans son village une autre femme arrivée, une jeune femme qui va habiter dans un château assez lugubre. C'est pas vraiment du gothique, hein, mais qui est assez mystérieuse, qui calcule personne, et il va se rapprocher d'elle et il va connaître un peu son histoire. Ce roman en fait est découpé en 3 parties. La partie de la rencontre, les journaux intimes de la femme en question qui explique son passé, et ensuite le dénouement et l'évolution. C'est une histoire romantique, on pourrait dire, parce que c'est quand même une romance de base, mais qui parle d'un sujet tout autre, qui est plutôt le statut des femmes, le mariage et l'alcoolisme. Alors, l'alcoolisme est un thème qui est très présent dans ce texte-ci. Anne le dénonce énormément du fait que les sœurs Brontë ont eu un frère, qu'elles adoraient, hein, pour toutes, mais qui a plongé dans cette maladie et qui a rendu la vie infernale un peu à ses sœurs. Et Anne n'a pas été épargnée par ça, hein, et en a été très marquée. Un texte qui est considéré, donc qui a été publié en 1848 comme un des premiers romans féministes. Et ça parle en fait de la place horrible des femmes dans la société victorienne. Je vais pas vous spoiler le roman, mais c'est assez intéressant parce que quand on fait des parallèles avec notre vie actuelle, bien sûr on a beaucoup plus de droits, mais le fait que des femmes soient obligées de rester avec leur mari pour X et X raisons, que ce soit des raisons financières par exemple, qui expliquent sans doute pourquoi certaines restent et sont obligées de rester, le texte en fait, au-delà de cette histoire entre 2 personnages qui se lient, c'est plutôt
la découverte de ce personnage mystérieux de femme qu'on ne connaît pas trop au début, qui est très désagréable et qu'on va forcément apprécier et parfois vouloir un peu secouer parce qu'elle est encore dans cette piété chrétienne qui la force aussi à rester avec son mari qui est un véritable abuseur dans tout. Voilà, on a vraiment le processus du mec qui est horrible avec sa femme, voilà, qui passe par tout ce que tu peux faire de pire à ta femme. Il y a aussi le poids de la maternité et de l'enfant et du fait que les femmes dans les sociétés victoriennes ne pouvaient pas divorcer et ça conduisait à des situations compliquées. C'est un texte qui est très dense, voilà, parce qu'il fait quand même 520 pages. Moi, j'ai vraiment pris le temps de le déguster parce qu'il aborde des thèmes qui sont compliqués et qui sont bien traités. Le personnage de la jeune femme dans le texte, j'ai adoré parce qu'elle elle est assez grise, à part son côté un peu religieux, qui est un peu un côté qu'on retrouve chez Anne souvent dans ses textes. C'est un personnage assez fascinant parce que elle est tombée amoureuse de cet homme. Et elle le voit changer, et en même temps elle reste par pitié, en même temps il la maltraite de bien des manières. Elle fait aussi qu'il y en a un autre qui l'attend et qui est tout à fait disposé à lui donner une meilleure vie. Donc c'est un texte qui est assez fouillé là-dessus au niveau sociétal et c'est la plus grande force. Il y a un peu trop de romance à mon goût, surtout vers la fin, mais bon, voilà, il y a des quiproquos, on tombe dans ces récits-là, mais c'est aussi le but de ça. C'est pas vraiment gothique, à moi il y a des gens qui me l'avaient présenté un peu comme un roman gothique, ça a pas du tout cette vibe qui fait peur et ce genre de choses. Dépeint un portrait de femme qu'on voit pas souvent dépeint, surtout à l'époque, et avec une finesse et une justesse qui est très réussie et qui est toujours très impressionnante chez Anne, hein, parce que Anne était assez jeune quand elle a écrit ses textes. Et au-delà de la ferveur religieuse qui est très présente, il faut remettre ça dans le contexte, hein, voilà, on voit qu'il y a beaucoup de chrétienté, qu'il y a aussi une réflexion là-dessus sur le pouvoir de la religion dans pas mal de choses. Il en reste que je trouve qu'il est vachement intéressant de notre point de vue moderne parce que le mec en fait coche plein de cases du pervers narcissique un petit peu, du manipulateur, et de voir comment ça se renverse et même les gens qui gravitent et les gens qui ferment les yeux sur cette situation en fait parce que vraiment tout le monde est au courant de la situation et personne ne fait rien. Et il y a des scènes horribles hein, où on se dit mais être une femme à l'époque c'est affreux, et en plus c'est une femme de la grande société, donc voilà, ça parle vraiment du mariage et du coût du mariage, et dans des sociétés où la société victorienne était quand même très très sexiste, où la femme avait quasiment aucun droit, voilà, que ce soit sur ses enfants ou même financièrement. Et j'ai aimé ça, et j'ai aimé le côté lettre, journal intime qu'on a, où on va la suivre dans sa naïveté, vraiment c'est un personnage, je trouve que c'est un peu comme Daphné du Maurier d'une certaine manière, où on redécouvre avec des plot twists un personnage qu'on pense super froid, qui donne une image qui est pas du tout une image d'elle. Vraiment, le texte est vraiment un texte plus tourné sur les personnages que sur l'intrigue, mais vraiment très réussi là-dessus. Je vous le conseille, hein, si vous l'avez lu. Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir lu parce qu'il y a plein de gens qui me l'ont recommandé. Je pense qu'il peut vraiment, vraiment plaire au lectorat qui aime la littérature anglaise, qui aime la littérature un petit peu engagée, et c'est assez intéressant de voir le parallèle que ça a avec la vie de Anne. Et c'est un texte, alors pour tout vous dire, alors je ne sais plus si c'est Charlotte ou si c'est Émilie, mais il y a une de ses sœurs, quand Anne est décédée, qui n'a pas voulu parce que ça a été plutôt un succès quand c'est sorti la première fois, qui a interdit la réimpression, parce qu'elle ne supportait pas qu'Anne étale leur vie privée d'une certaine manière. Elle savait très bien que c'était une question sur son frère, tu vois, et elle a essayé de tout faire pour l'en empêcher, et ça a quand même réussi à passer, même si celui-ci n'est pas le plus connu, et sincèrement, des Sœurs Brontë avec Jane Eyre, je pense que c'est un des meilleurs que j'ai lu, et faut aussi savoir que les Sœurs Brontë écrivent beaucoup sur les hommes toxiques, voilà, mais là je trouve qu'il y a il y a quelque chose de plus salvateur dans le texte, voilà, vraiment, la plume est très belle, très facile à lire, très fluide, et les mots sont bien choisis, il y a pas mal d'émotions qui est retransmis dans la plume. Juste, moi, les tourments, on va dire, religieux ça c'est parce que ça me correspond pas, ça peut correspondre à certaines personnes, ça m'a un peu, voilà, et surtout le début est long à se mettre en place, il y a aussi plein de petites... En fait, dans l'histoire, il y a plein de sous-intrigues, il y a énormément de sous-intrigues, et c'est beaucoup de trahison, un peu trop romantique à mon goût, mais à découvrir, sincèrement.
Donc sur ce, voilà, c'en est tout. Je suis sincèrement désolée de vous proposer que 2 livres aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire des petites recommandations. C'est vrai que le livre d'Anne m'a vraiment marqué pendant longtemps et quand je l'ai terminé, j'étais en mode il faut que je le digère ce livre-ci parce que je sais pas, le portrait de femme m'a vachement touchée et je trouve ça hyper impressionnant pour l'époque. Vraiment, Anne Brontë, je pense que c'est ma préférée pour le coup, parce que même si j'adore Jane Eyre, parce qu'il y a le côté un peu horrible du texte et ce genre de choses, là c'est l'horreur, mais l'horreur de l'humain, quoi, de vraiment ce que ça fait, les dégâts de l'alcoolisme. Et je pense que quand tu côtoies des gens qui sont un peu atteints de cette maladie-là, tu te retrouves dans des situations et c'est assez affreux, quoi, parce que les personnages se font souffrir, en même temps t'as l'impression qu'ils s'aiment aussi d'une certaine manière et vraiment la question de l'alcoolisme je trouve très très bien traitée, la façon dont les gens se comportent et tout, sur le chantage affectif et tout, je trouve que c'est plutôt bien fait. Donc sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, très bonne journée, on se retrouve ce week-end à Strasbourg, la semaine prochaine du côté de Rouen, et merci encore pour la campagne nulle, à la prochaine.